Bonjour, je m'appelle Jérôme Badier et vous écoutez VCAS, le podcast média de Values. Pour le 30e épisode de ce podcast, et oui déjà, nous avons voulu un format un peu exceptionnel, avec une nouvelle musique, une version en vidéo disponible sur notre site internet et nos réseaux sociaux, et surtout, un sujet d'importance, la responsabilité. Quand on parle de responsabilité, on pense forcément à la fameuse RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Bon, sauf qu'une fois qu'on a dit ça, on n'en sait pas beaucoup plus. Et pourtant, la RSE, c'est très clair. Ce sont 7 grandes thématiques. Les droits de l'homme, les communautés, le développement local, les relations et les conditions de travail, l'environnement, la gouvernance, la loyauté des pratiques et les questions relatives aux consommateurs. Une fois cela posé, quels sont les engagements concrets et mesurables des entreprises ? Est-ce que notre filière, la communication, a des spécificités ? Les médias jouent-ils un rôle central en termes d'impact et de responsabilité sociétale ? On va en parler avec nos 4 invités, toutes et tous engagés. Je reçois Stéphanie Goujon, directrice de l'empreinte mutualiste du groupe mutualiste Vive. Tu vas porter le drapeau des annonceurs autour de cette table, même si le groupe Vive est un peu un annonceur et une marque particulière. Et on peut même dire pionnière par nature. Tu nous expliqueras pourquoi. Bonjour Stéphanie. Bonjour Jérôme. Je reçois également Isabelle Verrecchia, directrice de l'engagement du groupe M6 et déléguée générale de la Fondation M6. Ou devrais-je dire que c'est toi qui nous reçois en réalité dans le beau studio RTL. Merci beaucoup pour cet accueil sans condition. Je tiens à le préciser, c'est important tout ça, c'est de la RSE aussi. Tu vas ici porter le message des médias, nos partenaires au quotidien, même si, en fait, si je t'ai invité, c'est parce que le groupe M6, bien que discret sur ces questions, on a déjà échangé sur ce point, est en pointe sur la RSE. Bonjour Isabelle et encore merci de nous recevoir. Bonjour Jérôme. Autour de la table, Jeanne Deslandes, directrice de la communication de Goodid. Goodid qui offre des solutions de publicité solidaire aux annonceurs. Donner du sens, ça te connaît et on va en parler. Bonjour Jeanne et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Jérôme. Et enfin, Patrick Gouillot-Beauchamp, président de Values Media et président de la commission RSE de notre interprofession l'UDECAM. Bon, alors si tu es ici, c'est pas parce que tu m'as demandé, parce que tu es mon patron, que tu as exigé d'être dans ce podcast. Pas du tout, au 30e épisode, cela dit, il était temps. Mais bien parce que l'histoire de l'agence, ton histoire et tes fonctions sont autant d'engagement. Bonjour et bienvenue Patrick. Bonjour Jérôme. Allez, on y va. J'aimerais d'abord vous interroger un peu sur les spécificités qui existeraient ou pas dans notre secteur, la communication et la publicité. De là où vous parlez, comment est-ce que vous voyez cette responsabilité particulière, Stéphanie ? Alors déjà, la publicité, elle joue un rôle, c'est un peu dans notre patrimoine culturel, elle nous influence, donc bien sûr, elle couvre des enjeux sociétaux. Et moi, je dirais qu'il y a 2 registres. Il y a un premier registre, on va dire un premier type d'écueil sur ce qu'on dit. La responsabilité, elle est sur ce qu'on dit. On peut d'une part inciter à la surconsommation, c'est-à-dire aller au-delà de nos besoins, au-delà du raisonnable. Je pense notamment à l'alimentaire, avec tous les risques qu'il peut y avoir aujourd'hui en termes d'obésité chez nos concitoyens. Donc là, on a une responsabilité. Et puis il y a aussi parfois les vérités un peu fallacieuses. Bon, bien évidemment, on a le côté poudre de perlimpinpin, si tu veux. Bien évidemment, on a des autorités qui nous régulent comme la RPP pour une publicité loyale, véridique, etc. Mais voilà, c'est quand même, il y a ce premier type d'écueil sur ce qu'on dit, ce qu'on délivre comme message sur la nature des produits. Et puis, il y a aussi comment on produit ces messages avec le fait de les produire de manière un peu plus responsable parce que, bien évidemment, in fine, la publicité, c'est pas que de l'immatériel. Il y a du matériel, il y a des lieux, il y a de la vidéo, il y a des messages audio, il y a des affiches, du papier. Et donc ça, c'est extrêmement important aussi de pouvoir mesurer quelque part son empreinte carbone, pour être sûr que ce qu'on produit également, elle est fait dans les conditions, à dire les plus sobres possibles. Et c'est pas toujours ce qu'on croit qui consomme le plus. Je sais que Patrick est calé sur le sujet, mais moi j'ai appris récemment que un des grands points, c'était l'équipement numérique, plus que finalement les réseaux et ce qui circule, et que notamment on a des tailles d'écran de plus en plus grandes aujourd'hui, et que ça peut être un sujet. Oui, on va y revenir de toute façon, mais merci, ça fait une sorte de sommaire là, de tout ce qu'on va se dire, notamment effectivement le greenwashing. On va parler bien sûr de l'empreinte environnementale des campagnes médias. Isabelle, en tant que média, en fait, le groupe M6 a une double casquette, je trouve. Il y a une casquette journalistique avec les éditions, les journaux, les magazines des différentes antennes, M6, RTL notamment, et une casquette de communicant avec la régie publicitaire. Comment est-ce qu'on conjugue
finalement deux impératifs que sont l'information et le business. Pardon de le dire comme ça, mais c'est un peu ça. Quand tu poses cette question, Jérôme, on a l'impression que conjuguer ces deux impératifs, c'est pas forcément facile. Et moi, je trouve qu'au contraire, on a là un formidable outil, en fait, à la fois avec nos antennes et à la fois avec le relais que nous sommes par rapport aux publicités. Nos antennes par rapport à, évidemment, la prise de conscience, en fait, aider nos téléspectateurs, nos auditeurs à prendre conscience, les aider à comprendre, les aider à décrypter. Et puis du coup, une fois qu'on a fait ce travail-là côté antenne, eh ben, avec le relais que nous avons côté publicité, on permet ce passage à l'acte, en fait, finalement. On les aide à comprendre. Et puis, avec les publicités, on peut les aider, en fait. Enfin, on est ces relais pour les aider à passer à l'acte. Et puis, en tant que média, je dirais en tant que groupe de médias, puisqu'il n'y a pas toujours forcément cette dichotomie entre antenne et publicité, mais c'est plus largement, en fait, en tant que média, des engagements que nous prenons aussi, notamment à travers les contrats climat qu'on a pu signer, que le secteur a pu signer, des engagements de manière volontaire aussi sur ces thématiques-là, avec des engagements qui portaient à la fois sur nos contenus, sur la manière de produire, sur aussi tout ce qui est communication commerciale. Donc il y a ce faisceau, en fait, d'outils qu'on met en place, mais effectivement il faut qu'on arrive à conjuguer la compréhension des enjeux et le pouvoir d'influence, parce qu'évidemment on a un pouvoir d'influence qui est très fort, et il faut qu'on aide aussi à passer à des nouveaux modes de consommation, qu'on puisse influencer la société civile, les consommateurs sur ces comportements-là. Patrick, je le disais, Values Media a une histoire et donc une sorte de position de vigie particulière. Quand on s'appelle Values, voilà, faut quand même être à la hauteur de ça, sur tous les enjeux de responsabilité. Le secteur de la com et de la pub a-t-il une responsabilité, une spécificité particulière qui lui donnerait une responsabilité au regard de la société, d'après toi ? Alors, la responsabilité est immense. Tu parles à l'échelle du secteur de la pub. Alors, je vais peut-être après recentrer un peu à l'échelle de notre spécificité, qui est celle d'une agence média, mais à l'échelle, comme le disait Stéphanie, à l'échelle du secteur de la pub, on est responsable des messages qu'on émet. Et les agences de publicité, les agences médias, d'une manière générale, les agences de communication sont des intermédiaires. Je ne cesse de mettre en avant l'importance de l'intermédiation. Pour revenir par exemple à notre activité média pure, aujourd'hui dans le monde, à peu près 90% des investissements digitaux vont directement vers les GAFA. C'est pas un jugement de valeur, c'est un fait. Quand une publicité ou quand un investissement média est géré via un intermédiaire, en l'occurrence une agence média, on se rend compte que le rapport d'investissement est beaucoup moindre que ça. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 10% des investissements qui vont sur l'ensemble des éditeurs médias autres, que ce soit, je prends l'exemple d'M6, que ce soit Goodil ou que ce soit Le Monde, pour ce qui est de la France, Figaro, et je ne vais pas tous les citer, il y en a beaucoup trop bien évidemment. Quand on passe par une agence média ou quand on passe par une agence de publicité pour la définition, bien évidemment, du message, on a une intermédiation et donc une responsabilité beaucoup plus importante. Donc oui, ça me semble être un élément absolument important et c'est une dimension qui est largement prise en compte, même si beaucoup le contestent, mais qui est largement prise en compte par les différentes agences. Bon, la responsabilité d'un secteur, ok, mais quand on parle de responsabilité, on parle aussi de celle des marques vis-à-vis des consommateurs notamment, et des parties prenantes d'une manière générale. Bon, on l'a vu, ça fait partie des grandes thématiques de la RSE. Jeanne, de ton point de vue, comment est-ce que tu vois évoluer ou pas, encore une fois, la prise de conscience des marques à travers leur volonté d'ajouter, on va dire, une couche de sens à travers Goodil notamment, à leur communication. Je fais une incise, les derniers chiffres du baromètre de la publicité RSE de Kantar Media, là, tout récent, sur le mois de juillet, indiquent quand même une très forte baisse des investissements. Et donc, voilà, c'est un peu particulier parce qu'on a l'impression quand même qu'on n'a jamais autant parlé de ces questions de responsabilité et en même temps, les chiffres ne sont pas là. Donc déjà de ton point de vue, et puis je demanderai à Isabelle ensuite.
Alors déjà, Goodit, c'est une régie publicitaire solidaire qui existe depuis maintenant près de 10 ans. Et nous avons clairement été aux premières loges de l'évolution chez les marques. Il y a quelques années, les directions communication et RSE, elles étaient plutôt silotées. Aujourd'hui, elles sont étroitement liées et elles fonctionnent rarement l'une sans l'autre. Pendant une période, peut-être même avant que Goodit existe, il y a des marques qui clamaient haut et fort leurs engagements, mais sans apporter la preuve. Et ça passait pas vraiment auprès des audiences qui sont de plus en plus aguerries sur ces sujets-là. Ça en est suivi une forme de frilosité du coup de la part des annonceurs à communiquer sur leurs actions, et elles se sont donc mises à agir avant de parler, et à juste titre. Et aujourd'hui, plus que jamais, les audiences, elles attendent des marques qu'elles s'engagent, et c'est finalement un vrai jeu d'équilibriste pour les marques, pour pouvoir communiquer sur ces engagements et le faire savoir, mais sans pour autant le crier sur tous les toits ou de manière disproportionnée, sinon elles pourraient se faire taxer de greenwashing ou de social washing. Et je crois que c'est précisément pour cette raison que Goodit a rencontré un tel succès auprès des annonceurs, puisque notre format solidaire, il permet aux audiences d'agir en faveur de projets associatifs qui sont concrets grâce au budget médias des marques, dans le plus grand respect des audiences, mais aussi et surtout dans l'intérêt des associations, des 300 associations dont nous sommes partenaires. C'est ça, hein, il y a le budget média, pour expliquer un petit peu ce qu'est Goodit, hein, c'est ça, il y a une partie qui est reversée en fait à Exactement. une cause, une association. Il y a 60% des budgets médias des annonceurs qui sont reversés à l'association du choix de l'annonceur. Isabelle, peut-être sur un petit rebond quand même là-dessus, sur ces chiffres en baisse et de ce baromètre qui est régulier là de Kantar. Oui, tu l'as dit, Jérôme, là sur le premier semestre 2023, il y a une baisse importante du chiffre d'affaires RSE dans les communications commerciales. Alors, nous, notre responsabilité en tant que média, c'est aussi de pouvoir accompagner les marques sur ces sujets-là, de permettre à travers des offres qui sont proposées de donner plus de visibilité, plus un écrin, je dirais, aux marques qui vont s'engager sur des communications qui portent des comportements plus responsables. Et puis aussi, c'est de les aider à décrypter. Donc, il y a nos antennes, mais aussi la régie publicitaire le fait, notamment avec une étude qui existe depuis 2019, qui est le temps des marques responsables, qui va analyser en fait le comportement des Français, leurs attentes, et puis aussi leur perception vis-à-vis des marques. Et sur 2023, chaque année, il y a une thématique différente. Et en 2023, il s'agissait d'interroger la mobilisation et de comment on peut développer en fait l'engagement, cette culture de l'engagement de nos Français. Et il y a un chiffre qui était intéressant, que je trouve intéressant de partager avec vous. Il y avait 44% en fait des personnes interrogées qui ne parvenaient pas à citer spontanément une marque responsable. Et ce chiffre était en hausse d'une année sur l'autre. Donc cette étude, elle est aussi intéressante puisqu'elle vient essayer de comprendre et de projeter un peu les comportements de nos consommateurs dans l'avenir pour justement aider les marques à mieux comprendre en fait les attentes et comment on peut aider aussi à passer à l'action différemment, en fait, à changer ses comportements. Je te présente une marque engagée. Donc justement, je disais, Stéphanie, le groupe Vive est un groupe mutualiste. Je parlais d'engagés ou responsables par nature. Mais du coup, on a l'impression, votre responsabilité, est-ce qu'elle n'est pas plus grande que les autres secteurs? On a beaucoup tapé sur les mutuelles de santé et en fait, ces mêmes mutuelles défendent un modèle qui est différent, un modèle redistributif, un modèle solidaire. Comment est-ce que ça se concrétise au-delà de la com? Tu es la première, lors de ta première intervention, à avoir dit justement attention à pas aller dans le washing quel qu'il soit. Voilà, marque engagée, responsable. Alors, tu as raison de parler des mutuelles. J'ai peut-être recontextualisé aussi le groupe Vive, qui est un groupe récent, qui est basé sur l'alliance de différentes entités, dont des mutuelles, effectivement. Il y a 3 métiers de la santé. Donc, on a un acteur mutualiste de la santé et de la protection sociale. Donc, on a les complémentaires santé, l'assurance, le volet épargne retraite. Mais on a aussi tout un pôle, tout un métier avec des établissements, les EHPAD, les crèches. Donc, là aussi, tu vois le poids des responsabilités qui peut être le nôtre. Et notre 3e métier, c'est qu'on est bailleur social, 4e bailleur social en France. Donc, pour donner quand même un petit peu les ordres de grandeur, c'est 11 millions de personnes protégées.
Donc, c'est-à-dire que c'est une petite France qu'on couvre et 400 000 personnes logées et 4 millions de personnes accompagnées dans nos établissements. Donc, on a, rien que pour ça, effectivement, sur un domaine aussi sensible que la santé et de par la pluralité, la complémentarité de nos métiers, en gros, on fait la santé avant, pendant, après, on a une sacrée responsabilité. Donc oui, c'est très important de parler du modèle mutualiste. Et quand j'entendais Isabelle parler de l'engagement, justement, la spécificité du modèle mutualiste, c'est qu'à la table des décisions, au conseil d'administration, il n'y a pas d'actionnaire. Autour de la table, ce sont nos adhérents qui sont des militants, donc qui sont au plus près des besoins. Puisqu'ils connaissent leur vraie vie, ils sont pas hors sol, donc ils vont pas aller inventer des produits qui servent à rien, ils vont inventer des produits, des offres qui servent vraiment à quelque chose. Et donc d'avoir à cette table des négociations, des décisions des adhérents, ça change tout en termes de temporalité, parce qu'on est moins dans le court-termisme, parce que notre boussole, elle va plus être en faveur de l'humain et de l'environnement. Hier, j'avais un conseil d'administration. Sans trahir le secret, j'étais extrêmement fière de voir l'engagement sincère, la préoccupation aussi par rapport au sujet du dérèglement climatique et son impact sur notre santé. Voilà, donc la grande différence du modèle mutualiste, elle est là. Les gens qui prennent les décisions, c'est les adhérents. Oui, voilà, c'est ça. Ça, on coche la case gouvernance. Je donnais les 7 grandes thématiques. Aider et militantisme avec, tu sais, notre grand combat qui est le droit à la santé, l'accessibilité de la santé, avec cette signature de marque que nous avons depuis le début de l'année pour une santé accessible à tous. C'est une sacrée promesse, on a du boulot. Ouais, il faudrait savoir, on s'interrogeait avant de rentrer dans ce studio, de savoir si ça rentrait justement dans les communications RSE. Ça serait intéressant de spotter ça. Côté UDECAM, alors attention, casquette pour Patrick, président de la commission RSE de l'UDECAM, donc c'est notre interprofession des agences médias. Est-ce qu'il en va de même que les autres interprofessions comme la ACC, etc., pour les agences de pub qui elles aussi se sont engagées en tant que marque finalement? C'est-à-dire que d'un coup, les agences deviennent aussi des marques elles-mêmes et qui se sont engagées sur la signature d'une charte RSE. Qu'est-ce que ça veut dire en fait pour des entreprises qui parlent aux entreprises, c'est-à-dire le côté B2B? Qu'est-ce que ça change? Pourquoi avoir adopté des chartes RSE comme ça? C'est la force du collectif. En fait, on est convaincu, bien évidemment, que chacune des entreprises doit s'engager, doit faire un effort, mais si on y va une par une de notre côté, objectivement, on ne va pas arriver à grand-chose. Et donc, le champ de la responsabilité étant tellement prioritaire et tellement important, on se doit d'avoir une démarche collective sans aucun avantage concurrentiel en tant que tel. Je vais juste raconter une anecdote. Pendant le Covid, on décide, dans le cadre de l'UDECAM, où on se voyait sans arrêt pour justement voir comment on accompagnait mieux nos entreprises et nos salariés, bien évidemment, on décide de manière évidente de créer cette fameuse commission RSE et de créer, on en reparlera tout à l'heure, une démarche donc commune sur l'ensemble des points de la RSE et notamment de développer un outil de mesure de l'empreinte environnementale des campagnes médias. Là aussi, ce qui nous a semblé hyper important, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'avantage concurrentiel. Alors, c'est pas évident, objectivement, parce que une fois qu'on a émis ces beaux principes dans la réalité, il faut ramer sans cesse pour avancer de manière collective. Mais encore une fois, s'il n'y a pas de collectif fort, on n'y arrivera pas. Et surtout, on ne sera pas crédible. Donc, c'est plus qu'une démarche B2B. On n'est pas dans une volonté d'avancer des démarches B2B, on est dans la volonté d'avancer de manière collective. Et c'est ça qui me semble très important. Bon, on peut pas être une émission, le podcast média, sans parler des médias, pas seulement sur la partie publicitaire. On a quand même l'impression qu'il y a une sorte de prise de conscience qui s'est généralisée grâce aux médias. On en parlait un peu tout à l'heure, Isabelle, mais et t'en parlais aussi, Patrick, d'ailleurs. Avec les réseaux sociaux, l'information, elle est absolument partout, et les audiences aussi, d'ailleurs. La question des fake news agite le landerneau. Elles sont même régulièrement, mais insuffisamment débunkées, c'est-à-dire contredites par des faits par les médias, merci. On pense évidemment à Check News de Libé, qui a été un des premiers aux décodeurs du monde, mais aussi aux infos décryptées dans les journaux d'M6, par exemple. Comment est-ce que les médias concourent à cette prise de conscience et finalement aux ODD, aux objectifs de développement durable, Isabelle? Tu l'as dit, en fait, on a
finalement, ce qui nous distingue des réseaux sociaux et des autres moyens de s'informer, notamment chez les jeunes, qui vont chercher l'information ailleurs, je pense que c'est ce qui fait aussi notre force, c'est-à-dire qu'il y a une qualité dans la manière dont l'information est traitée, dont la réflexion qui entoure l'angle d'un sujet qui est traité sur nos antennes. C'est ce qui fait vraiment la force de nos médias, et je pense que ça, c'est des choses qu'il faut qu'on mette davantage en avant, sur lesquelles il faut qu'on arrive à communiquer aussi davantage auprès des jeunes. J'insiste un peu, mais c'est quand même le sujet, même si au niveau des JT d'M6, on a les JT avec la moyenne d'âge la plus basse, mais on voit bien que nos jeunes vont chercher l'information ailleurs. Donc, en fait, pour moi, il y a deux choses. Il y a à la fois ce qui passe sur nos antennes, mais il y a aussi la manière dont on va faire de la pédagogie, en fait, auprès des jeunes, dont on va expliquer comment se fabrique une information, comment elle se construit, comment elle est véhiculée. Et alors, tu le disais, il y a les expliquez-nous sur nos JT, mais puisque de toute façon, nos jeunes, nos très très jeunes ne regardent pas toujours forcément nos JT, il faut qu'on aille les chercher ailleurs. Donc c'est là aussi où, en tant que média, on a cette double casquette, c'est-à-dire qu'on a la casquette média avec nos antennes, mais on a aussi une casquette entreprise. Et c'est pour ça qu'on est aussi très engagé sur ce sujet de pédagogie aux médias, avec des actions, notamment à travers les chaînes Gulli, qui sont de longue date engagées sur ces sujets-là et qui interviennent auprès des enfants pour justement rendre compte, expliquer comment cette information se construit, et puis les dangers aussi de l'information qu'on va chercher sur les réseaux sociaux. On est en train aussi de travailler sur des projets où on va toucher plutôt les jeunes adultes aussi, puisque on voit bien que c'est aussi ces jeunes-là, ceux qui sont, je dirais, qu'on a un peu plus invisible, qu'on a du mal à toucher. Donc c'est vraiment toujours cette double casquette entre le média et l'entreprise, et qui est aussi un alignement entre je dirais nos messages antennes et puis ce qui est fait par l'entreprise. Donc ce sujet-là, pour moi, il est très important vraiment d'aller toucher nos plus jeunes, et de valoriser, de mettre en avant justement cette qualité de l'information sur les médias dits traditionnels. Oui, qualité de l'information qui repose sur des rédactions et des journalistes. Stéphanie, quel est ton regard sur la question de la responsabilité des médias ? On sait notamment que les questions de santé font partie des sujets hyper propices aux fake news, depuis les forums jusqu'aux thèses complètement complotistes. Complètement complotistes, c'est joli. On l'a vu au moment de la crise Covid, par exemple, ce genre de choses. Comment tu vois ça ? Nous, la réponse qu'on peut apporter, c'est la proximité. On n'a pas vocation comme les médias à décrypter ces choses. On n'est pas non plus l'État, parce que c'est aussi un enjeu de santé publique, quand tu parlais de toute la désinformation qu'il a pu y avoir sur les vaccins. Et donc nous, ce qu'on peut jouer comme carte, c'est la proximité, et à deux endroits. C'est-à-dire qu'on parlait d'engagement de militants tout à l'heure. Nous, il y a 10 000 élus qui peuvent faire de la prévention, qui sont dans les territoires, qui vont au-devant de populations qui peuvent être un peu vulnérables et qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux ailleurs, mais qui peuvent atteindre un peu un brouhaha qui est pas véridique. Et puis, on a aussi des vecteurs plus traditionnels de ce qu'on appelle la presse mutualiste. Ce sont les magazines, que ce soit d'Harmonie Mutuelle, MGEN, MNT, qui sont proches de leurs adhérents. Et c'est cet enjeu de proximité par des professionnels de santé, par leurs mutuelles, par les élus. C'est la carte qu'on peut jouer, nous. C'est assez marrant parce que finalement, la proximité, je pense que ça doit te parler aussi, parce que c'était ce que tu étais un peu en train de décrypter. J'étais en train de t'écrire un petit mot pour dire je peux ajouter quelque chose. Oui, mais bien sûr, je te donne la parole. C'est quoi ta réaction par rapport à ça ? Non, mais alors, deux choses en fait. Effectivement, il y a cette proximité, et surtout le fait qu'on soit représentatif, qu'on puisse parler à un maximum de personnes. Et quand on a mis en place notre réflexion autour des sujets d'engagement, on est allé interroger en fait toutes les parties prenantes avec lesquelles on interagit, et aussi des auditeurs, des téléspectateurs. Et ce qui est ressorti, c'est que M6 était sûrement le groupe de médias qui parlait au plus grand nombre, en fait, qui était le plus représentatif de la société. On a cette exigence d'avoir un effet miroir et de s'adresser au plus grand nombre. Donc ça, effectivement, cette notion de diversité, elle est très importante. Et un autre point aussi que je voulais rajouter, parce qu'on parle beaucoup de l'information,
Alors c'est vrai que c'est essentiel, hein. On voit que les gens à la fois consomment l'information différemment, mais la consomment beaucoup en fait aussi. Mais il y a toutes nos autres émissions aussi, à travers lesquelles on peut porter un certain nombre de messages, et pas uniquement dans le cadre de l'information. Et moi, je pense qu'un Cyril Lignac, avec ses émissions, a fait bien plus dans les... a amené des changements de comportement sûrement bien plus importants sur le mieux manger, l'anti-gaspi, que peut-être un sujet qui est où il faut amener les messages de manière, il ne faut pas que ça soit moralisateur. Donc, je trouve que aussi, en dehors de l'information, avec tous nos programmes, on a aussi un levier qui est très puissant. Il y a aussi une question de crédibilité de l'émetteur. On va pas en parler maintenant, mais en réalité, non, mais là, c'est là où tu as raison, finalement. Hein. Cyril Lignac, finalement, il est parfois, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, plus crédible qu'un autre émetteur. Stéphanie, tu parlais de l'État. En fait, oui, tu as raison, c'est des messages que l'État devrait porter aussi. Mais quel est le niveau de confiance que les gens accordent? Et en fait, ces questions, je crois qu'il y a un vrai sujet autour de la crédibilité aussi. Et voilà, on fera un nouvel épisode de VK, je vous réinviterai. Patrick, est-ce que finalement les investissements médias, c'est-à-dire la pub qu'une agence média achète pour le compte des marques, est un levier finalement pour favoriser, tu en as un peu parlé dans ton introduction, alors pardon, je vais le dire comme ça, les vrais médias, mais en tout cas les médias tel que décrit d'ailleurs par Isabelle juste avant. Comment est-ce qu'on concilie ce devoir d'impartialité des agences avec justement ces enjeux-là? Est-ce que finalement le juge de paix, c'est pas ça? On dit souvent que les consommateurs ont la décision dans leurs mains au moment où ils font leurs courses. On parlait du bio avant de rentrer sur ce studio, etc. En fait, il y a un moment, achète du bio et tu fais une première action. On peut pas toujours, mais voilà. Quel est ton avis là-dessus sur les investissements médias? Alors, je reviens encore et je défends encore plus cette notion d'intermédiation dont je parlais tout à l'heure. Mais je crois que l'intermédiation n'a d'intérêt que si justement elle est au service d'un principe démocratique encore plus fort. Oui, les agences médias, et je pense d'une manière générale les agences de publicité, mais les agences de communication, mais oui, les agences médias œuvrent énormément dans la défense de la démocratie parce que pousser une marque média référente, faire en sorte qu'elle ait les moyens d'exister, ça ne veut pas dire prendre position, ça ne veut pas dire avantager un éditeur média par rapport à un autre, mais par rapport notamment aux réseaux sociaux d'une manière générale, oui, c'est un élément primordial et prioritaire de notre action. Donc je pense qu'à notre petite échelle, nous avons un rôle dans le débat démocratique justement pour aider, pour favoriser l'expression d'un contenu responsable, fort, et encore une fois, il ne s'agit pas de prendre position l'un par rapport aux autres. En revanche, ça peut nous arriver d'avoir des positions où on va conseiller notamment nos annonceurs, nos clients, pour leur dire attention, sur tel média, il y a tout d'un coup un processus soit démocratique ou en tout cas une opinion qui nous semble pas en adéquation avec les valeurs que l'on souhaite. Et on s'appelle values, hein, donc c'est important pour nous, mais qui ne sont pas en adéquation avec les valeurs que vous portez et que nous essayons à travers vous de soutenir. On peut s'interroger, par exemple, sur ce qui s'est passé récemment avec le journal du dimanche. On peut s'interroger sur ce qui s'est passé pendant pas mal de temps, je parle juste pour la France, avec CNews. Et oui, on a un rôle de conseil pour faire en sorte que, dans ces cas-là, il y ait probablement des investissements qui se portent sur une marque plutôt qu'une autre. Non pas parce qu'elle s'appelle A ou parce qu'elle s'appelle B, mais parce qu'elle soutient des valeurs plus importantes à certains moments que d'autres. Alors oui, c'est aussi le cas des réseaux sociaux. On a une interrogation, et Stéphanie est bien passée pour en parler, par exemple, avec Twitter. Au moment où Elon Musk rachète Twitter, au moment où tous les signaux forts sur justement leur capacité d'intermédiation, faire en sorte que tout ce qui paraît soit vérifié, ça ne nous a pas semblé... alors on l'a fait à titre personnel, mais notre premier conseil, c'est de se dire, hop, on suspend. Je ne suis pas complètement sûr aujourd'hui que ça aille beaucoup mieux de ce point de vue-là. Donc ça ne veut pas dire aussi, et là je voudrais juste dire une chose, que toutes les rédactions, entre guillemets, dites responsables, ne vérifient systématiquement bien leurs informations. Mais en revanche, elles ont cette capacité, en effet, de systématiquement vérifier est-ce que c'est une bonne information ou non. Je rappelle juste, c'est ça qui éclaire un petit peu l'idée que je suis en train de penser. Au moment de la guerre en Irak, quel est le média qui a révélé ce qui était une totale fake news
qu'il y avait des ogives nucléaires, enfin des armes nucléaires en Irak, et ce qui a justifié la position des États-Unis d'aller en guerre portée par Bush, c'est le New York Times. C'est-à-dire, grosso modo, l'incarnation du média le plus quasiment référent du monde journalistique mondial. Donc, bien évidemment, on se doit tous d'être encore plus responsables, encore plus vérificateurs des faits. Mais c'est vrai que globalement, je pense que les éditeurs médias dits référents sont beaucoup plus à même de le faire. Jeanne, est-ce que dans tes discussions avec les médias, tu ressens cette conscience de la responsabilité particulière qu'ils ont ? Tout à fait, et c'est d'autant plus vrai depuis le Covid, puisque c'est en 2020 que nous avons commencé à ouvrir notre format solidaire à des médias partenaires tels que Dailymotion, mais aussi TF1, YouTube et bien sûr M6. Et si nous avons donné la possibilité à ces médias de commercialiser notre format solidaire sur leurs espaces, c'est parce qu'ils sont venus vers nous en fait en nous disant nous aussi on a envie de s'engager et de permettre à nos audiences et à nos clients de le faire. Et on peut donc parler d'une vraie prise de conscience dans le secteur des médias et de la pub. Et je crois que ça vient aussi des personnes qui travaillent dans ce genre de structure, parce que derrière toutes les entreprises, faut pas oublier qu'avant tout, ce sont des gens. Et on voit qu'à l'échelle individuelle comme collective, il y a une vraie envie de s'engager qui est de plus en plus forte. Et c'est tant mieux parce que ces médias, ils nous ont donné une vraie force de frappe pour faire connaître Goodid et la publicité solidaire. Et aujourd'hui, c'est près de 2 millions d'euros qu'on a pu reverser à des associations uniquement grâce à ces partenariats, et qui permettent aussi de donner une vraie visibilité à nos associations partenaires et au combat qu'ils portent sur des médias de masse. Ça fait partie des associations justement que vous soutenez. On va parler un petit peu d'environnement quand même. On a vu en réalité une des 7 grandes thématiques, mais c'est quand même, on a envie de dire, le sujet ou l'arbre qui cache la forêt de l'ensemble des thématiques RSE. Néanmoins, évidemment, a raison. Stéphanie, comment un groupe comme le groupe Vive, c'est près de 50 000 collaborateurs, tu l'as dit, 11 millions de personnes protégées, justement participe à cette prise de conscience et aux actions pour pas sombrer dans un monde complètement invivable. Bien sûr. Alors, il y a 2 registres. Il y a un premier registre qui est celui du réglementaire, et heureusement qu'il est là, mais du coup, il est tautologique à toute entreprise. Il y a un renforcement des directives aujourd'hui au niveau européen, donc sur le volet climatique, et pour le faire de manière extrêmement vulgarisée par rapport à ce qu'on avait aujourd'hui, ça va concerner un plus grand périmètre d'entreprise, et ça va nous contraindre, au-delà de la photo qu'on fait, du bilan qu'on fait, de combien on émet, etc., à projeter et à parler des plans d'action pour respecter l'accord de Paris. Donc, c'est extrêmement puissant parce que cette nouvelle réglementation va imposer aux entreprises de donner des moyens et de suivre ces moyens. Et ce sera audité par des tiers. Donc là, on est vraiment dans le réglementaire, donc c'est difficile de faire du greenwashing. Et puis, il y a un deuxième registre que j'évoquais rapidement tout à l'heure, effectivement, qui nous incombe, nous aussi, en tant que groupe de santé par rapport à ces enjeux. On sait que le dérèglement climatique, ça fait des fissures dans les maisons. On sait moins que ça fait des fissures dans nos poumons. Il y a un lien direct entre, par exemple, la qualité de l'air et le nombre de décès. 40 000 décès liés à la pollution. C'est autant que le tabac et l'alcool. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire dans les offres, dans les solutions, dans les dispositifs qu'on propose aux 11 millions de personnes qu'on dit protégées? Comment on fait évoluer, en fait, nos offres pour aider nos concitoyens à s'adapter? C'est une réflexion qui est lancée. Il y a déjà quelques idées qui sont dans les tuyaux. La tâche est immense, mais on serait vraiment irresponsable de ne pas tâcher de la relever. Et là aussi, ça se jouera, j'aimais bien ce que Patrick disait tout à l'heure, ça se jouera aussi avec la force du collectif. C'est pas, alors Groupe Vive tout seul, il y a beaucoup de satellites, mais on a besoin aussi de créer des alliances vertueuses à cet endroit. Et ça se passe justement, est-ce que les grands groupes commencent à se tenir un peu la main ? Nous, on cherche à nouer des partenariats stratégiques. Donc là, sur les sujets santé environnementale, pour lâcher le mot, on est encore au démarrage, puisqu'on s'est mis en mouvement. On a des leviers, on a lancé une convention intra-groupe inspirée des conventions citoyennes, mais on n'a pas encore de grosses productions. Mais en tout cas, on noue des partenariats. Je pourrais citer par exemple la Croix-Rouge, qui est aussi un acteur qui est au plus près des populations et qui voit bien l'impact du dérèglement climatique à plein de niveaux, de crise, d'urgence. Et donc, on est en train de construire des choses avec eux. Jeanne, est-ce que les associations environnementales sont finalement celles qui recueillent le plus de fonds dans le cadre des campagnes que vous faites ?
Complètement. La cause environnementale, c'est celle qui est la plus plébiscitée par les annonceurs qui s'engagent avec nous, puisqu'elle représente 1/3 des projets qu'on finance via Goodid, alors même qu'on a répertorié 11 causes, que ce soit l'inclusion sociale, la lutte contre la pauvreté, l'accès à la santé, etc. Pour autant, chez Goodid, on pense vraiment que la transition écologique, elle ne pourra pas se faire sans une société qui est plus juste et plus équitable, et parce que pour que chaque citoyen et citoyenne il puisse agir convenablement pour la lutte, pour la protection de la planète, etc., il faut déjà qu'ils puissent en avoir les moyens et qu'ils se sentent à leur place dans la société. Et a priori, ce sentiment, il est partagé par les marques qui s'engagent avec nous, puisque les causes les plus financées après l'environnement, ce sont justement l'inclusion sociale, la lutte contre la pauvreté, etc. Patrick, en tant que président de la commission, à nouveau RSE de l'UDECAM, tu as conduit la création, avec cette commission, la création d'un outil de mesure de l'empreinte environnementale des campagnes médias. Alors, je vous le dis concrètement parce que j'ai un peu participé, on pourrait faire 4 podcasts dessus, donc on va essayer de faire court. Est-ce que c'est encore un nouvel outil ? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet outil, et puis on écoutera Isabelle ensuite. Alors, le problème, c'est justement de faire en sorte que ça ne soit pas un énième outil. Alors on est parti de manière ultra vertueuse au début en se disant de toute façon c'est tellement le bon sens que tout le monde va aller dans ce sillon tellement il nous semble évident. On s'est dit on va avancer de manière collective, on va prendre une méthode qui n'est pas une énième méthode de plus, mais qui sera une méthode d'abord indépendante de l'UDECAM, donc de toutes les agences médias qui sont représentées, c'est-à-dire à peu près 98% des agences du secteur. Et donc du coup, on a choisi en l'occurrence une méthode, mais peu importe, qui est celle de l'Union européenne, donc un acteur public absolument référent, institutionnel absolument référent. Et puis on s'est dit, on va avoir une méthode et un outil qui vont être absolument identiques, quel que soit le média. Donc transversaux, avec un outil transversal pour l'ensemble des médias. Et donc, ça va être bien évidemment d'une telle évidence que tout le monde va dire formidable, on y va ensemble. Et en sachant que bien évidemment, à chaque fois, on ouvre et on œuvre toujours, on ouvrait à tout le monde, donc toutes les parties prenantes, que ce soit annonceurs, régie et agences, on ouvre à tout le monde la capacité, la possibilité d'utiliser l'outil et d'y participer. Et puis on s'est dit, ce qui est formidable, c'est qu'on va pouvoir aussi, comme la méthode l'exige, faire en sorte que chaque partie prenante soit étudiée, on puisse analyser s'il y a vraiment une différence entre, par exemple, un M6 et un TF1 en termes de... Et puis là, on s'est rendu compte qu'en fin de compte, déjà, entre médias, ça posait beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que la télé ne veut pas se comparer avec l'affichage, qui ne veut pas se comparer avec la presse, qui ne veut pas se comparer avec la radio, ce genre de choses. Bon, donc un gros souci de pédagogie et d'évangélisation. Je pense qu'objectivement, maintenant, tout le monde est en train d'avancer de concert là-dessus. Mais il y a forcément des freins. Parce que les freins font que chaque entité a pas non, et puis je peux le comprendre, chaque entité ou chaque média n'a pas envie de se dire hop, moi je suis moins contributeur, enfin je suis plus impactant que telle agence, que tel média, pardon, et donc je ne veux pas être sanctionné quelque part dans le choix discriminé dans la recommandation média. Alors qu'en fait, ça n'a jamais été l'objectif. Au contraire, c'est de faire en sorte que on est tous, dans toutes nos explications, on est systématiquement parti de ça. On est tous nuls au départ. On est tous hyper impactants. L'important n'est pas d'avoir un point zéro où on se dise qu'on est tous impactants, c'est comment on va faire à travers l'évolution de nos différents points et comment on va faire en sorte que l'ensemble du secteur, de manière collective, soit beaucoup plus vertueux. Donc c'est ça, c'est la progression qui est importante. Donc on est en train d'avancer, l'outil, ça y est en marche, il commence à être utilisé, pas autant qu'à titre personnel, j'aimerais qu'on le souhaite, mais il commence à être utilisé. Et l'idée, c'est bien évidemment faire en sorte qu'on soit tous beaucoup plus vertueux. C'est un outil, c'est une méthode qui permet encore une fois de mesurer l'impact de l'ensemble des médias avec la même méthode. Et l'idée, c'est de faire en sorte que c'est pas un copyright UDECAM, c'est pas une propriété de l'UDECAM, mais c'est de faire en sorte que l'ensemble des médias et l'ensemble des parties prenantes du secteur avancent sur une démarche commune. Après, objectivement, quel que soit l'outil utilisé, je m'en fiche. On ne gagnera que si
quel que soit l'outil utilisé, j'allais dire quelle que soit la méthode utilisée, on arrive à des résultats qui soient comparables les uns par rapport aux autres. Oui, ce qui compte, c'est la progression, évidemment. Isabelle, côté M6, évidemment, vous avez des mesures de l'empreinte carbone, je sais. En tout cas, comment vous faites pour réduire, on parlait du chemin à parcourir, comment vous faites pour réduire l'impact de vos activités et finalement, est-ce que c'est compatible avec les missions du groupe aussi ? Alors, avant de répondre, je voulais juste faire une toute petite remarque parce qu'on parle de l'environnement et c'est sûr que c'est important, mais partager avec vous, quand on a fait, nous, ce dialogue avec nos parties prenantes, on nous a dit l'environnement, c'est très important. De toute façon, il n'y a même pas besoin d'en parler. Mais on nous a aussi beaucoup dit, attention, en tant que média, on vous attend aussi beaucoup sur les sujets sociétaux, donc ne les mettez pas de côté pour autant. Voilà, c'est les 7 grandes thématiques. Le petit préalable que je voulais faire. Patrick, pour rebondir sur ce que vous disiez, moi, j'ai plutôt un sentiment, alors bon, là, on était sur le sujet d'une calculette carbone, mais mon sentiment à moi, au niveau secteur, c'est que je trouve, vous avez entièrement raison, c'est cette progression et comment la force du collectif dont vous parlez depuis le début, et je partage totalement ce point de vue. Et ben moi, j'ai le sentiment, alors c'est sûr que c'est pas facile tous les jours, mais que les choses, elles bougent et elles avancent. Je donne quelques exemples. L'éco-production. Donc, comment on va produire, comment on va faire en sorte de réduire l'impact de nos programmes lorsqu'on produit nos programmes. Eh bien, il y a un collectif. Alors, au tout départ, c'était un collectif. Et puis, il y a 2 ans et demi maintenant, on s'est transformé. Enfin, le collectif est devenu une association EcoProd, qui réunit des diffuseurs, des producteurs, des structures techniques et avec vraiment l'ambition de créer des outils qui vont permettre au secteur, d'accompagner le secteur dans sa transformation. Et on est tous au sein d'EcoProd, y compris les diffuseurs, et on discute de ces sujets-là. On partage nos pratiques de manière assez franche, en fait, parce que c'est pas facile d'accompagner ces changements. Donc, EcoProd, par exemple, est un exemple aussi je trouve, de force du collectif et où, finalement, les intérêts des uns et des autres, même si forcément on est, pour certains, concurrents, on arrive quand même à se mettre autour d'une table et à faire bouger les lignes. De manière plus informelle aussi, on échange. Moi, j'ai des homologues dans d'autres chaînes. Pareil, on se réunit et on échange aussi parce que, vous l'avez dit, ces sujets-là, finalement, ils sont assez nouveaux. Voilà, on parle de l'empreinte carbone, mais c'est un sujet qui est assez récent à l'échelle d'autres sujets. Et on discutait on a à peu près tous fait nos bilans carbone. Chez M6, on a fait notre bilan, on est à 2 bilans carbone complets, y compris sur le scope 3. Et ça, c'est pas une mince affaire. Et on a bien vu aussi qu'entre le premier et le deuxième, finalement, les choses, elles avaient évolué aussi en termes de méthodologie. Donc, on avance aussi finalement avec la technicité et les évolutions de ces sujets-là, mais on s'est dit, ok, bon, on a à peu près tous fait nos bilans carbone, maintenant, comment on peut faire pour avoir à peu près une méthodologie, ne serait-ce que de bilan carbone qui soit commune aux diffuseurs. Bon, l'éco-production, le sujet est à peu près traité puisqu'il y a EcoProd qui permet d'avoir des outils. Bon, on a un sujet maintenant au niveau de la distribution, donc c'est-à-dire comment on envoie les signaux de nos chaînes, de nos radios, de nos plateformes. Donc là, il y a des discussions aussi qui se sont amorcées de manière totalement, pour le moment informelle, mais avec une vraie volonté d'avancer ensemble pour qu'il y ait une cohérence aussi au niveau du secteur. Et je sais aussi qu'il y a d'autres secteurs de la communication où, pareil, des concurrents se sont aussi regroupés pour arriver à amener de la cohérence. Donc, moi, je trouve que alors, peut-être que c'est mon côté à voir toujours les choses, le verre à moitié plein, et à être, quand on traite de ces sujets d'engagement, il faut voir le moindre petit pas de manière très positive. Mais je trouve que moi, du coup, au niveau du secteur, les choses sont quand même en train d'évoluer. Pour M6, donc je disais, on a fait ce bilan carbone. Là, on démarre une mission autour de la trajectoire, parce que maintenant qu'on a une photo fiable, ce que disait Stéphanie, voilà. Comment on va la réduire, et moi, dans les messages que je porte en interne et qui sont partagés par tous, c'est qu'on n'est pas à la foire des moins 30, moins 40 et moins 50%, et où après, derrière, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on fait rentrer dedans, et où on rame pour arriver, voilà. Donc, on aborde ça, je dirais, de manière très posée, très pragmatique,
pratiques, avec aussi l'ambition de changer nos pratiques, mais de voir comment on va pouvoir impacter les grands leviers. Il y a la production, il y a la distribution, et puis après, il y a tous les, je dirais, ce qui va être plus interne à l'entreprise. Donc, on l'aborde comme ça. On s'interroge aussi, on parle beaucoup de neutralité carbone, de compensation carbone. Mais ça, c'est pareil. Pour l'instant, le groupe n'est pas engagé sur de la compensation carbone parce qu'on réfléchit à ce sujet-là de manière très posée. Par contre, on fait du mécénat environnemental, c'est-à-dire qu'on va soutenir des actions, notamment une qui est le Fonds pour l'arbre, qui regroupe un certain nombre de marques et d'entreprises autour de la cause de l'arbre, je dirais, tout ce qui est en dehors des forêts, en fait, tout ce qui est agroforesterie, et où on va aussi aider finalement nos agriculteurs, vous savez, c'est un sujet qui est cher à M6, à changer aussi leurs pratiques. Donc voilà, on réfléchit, on avance posément sur ces sujets-là. Patrick, tu voulais réagir? Non, juste, alors je suis en général aussi complètement sur un principe de verre à moitié plein. C'est vrai que l'ensemble du secteur et l'ensemble des parties prenantes, et on le voit bien, avancent quand même fortement sur ces sujets, même si on avance tous pas à pas, et c'est hyper important de bien considérer qu'on n'aura pas tout dès le début, et bien évidemment, c'est la trajectoire qui est importante. Mais l'ensemble des secteurs, l'ensemble des différents médias avancent de manière très structurée. Donc ça, c'est un élément ultra positif. Vous parliez tout à l'heure de l'association EcoProd. Moi, je trouve ça absolument formidable. Et dans la mesure de l'empreinte environnementale que l'on prône, entre guillemets, la méthode prend en compte l'ensemble des éléments, des phases, y compris l'éco-production, ce qui n'est pas forcément le cas, malheureusement, sur certains médias. La notion d'éco-production, la production de la publicité n'est pas prise en compte forcément systématiquement, en tout cas aujourd'hui par certains médias. Donc c'est très important que vous preniez ça en compte, en effet. Moi, je pense que, alors encore une fois, stratégie des petits pas, de la trajectoire, mais à un moment ou à un autre, c'est aussi important qu'on ne parle pas simplement de carbone. L'impact environnemental, ça va bien au-delà du carbone. Le carbone est une composante essentielle, l'émission de carbone est une composante essentielle, mais ça ne doit pas se réduire à ça. Les impacts environnementaux sont plus larges que ça, et il faut prendre en compte l'ensemble des impacts environnementaux. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que comme on a en fait, dans le cadre de notre mesure, on a distingué plusieurs phases d'intervention, on se rend compte, c'est les premiers éléments de nos bêta-tests, en effet, on en parlait tout à l'heure, que l'impact environnemental de nos campagnes médias, quand je dis nos campagnes médias, c'est aussi bien en termes d'éco-production, de conception et de diffusion, n'est pas si important que ça. Le vrai souci, et là-dessus, les parties prenantes médias ont relativement, malheureusement, peu de portée en termes peu de capacité à influer le marché. Le vrai souci, c'est en effet la production des écrans. C'est qui supporte la publicité. Aujourd'hui, que ce soit nos smartphones, nos écrans de télé, c'est ça qui consomme énormément en termes d'éléments. Donc c'est là-dessus que le secteur doit influer pour avoir un impact plus vertueux. Bon, je l'avais dit, la question environnementale, ça agite. Allez, on passe à la dernière partie. Dans VCast, on aime bien la prospective. Et finalement, tous nos métiers sont confrontés à des nouveaux défis qui menacent un peu nos activités. Bon, allez, je lance des exemples. Donc, l'intelligence artificielle, on a parlé un petit peu de l'indépendance des rédactions, donc le regroupement des médias, la consommation frénétique des réseaux sociaux par les jeunes générations. Isabelle, comment est-ce qu'un groupe, tu en as un petit peu parlé, mais comment est-ce qu'un groupe comme M6, et je pense que d'ailleurs c'est valable pour tous les grands éditeurs français et mondiaux, comment M6 essaye de résister ou en tout cas de créer un modèle face à tous ces défis? On parlait de changement de comportement de consommateurs, mais on voit qu'il y a des changements de comportement de nos utilisateurs au sens large. Donc effectivement, il faut qu'on s'adapte à tous ces enjeux-là. On a déjà parlé des réseaux sociaux, notamment des jeunes. Enfin voilà, je vais pas revenir sur ça, mais
à la fois on a des atouts et il faut qu'on les mette en avant auprès de ces jeunes et puis qu'on fasse un gros travail de pédagogie, auprès d'eux, qu'on essaie de trouver des moyens d'aller les chercher là où ils sont. Ça c'est important sur l'indépendance des rédactions, voilà, sans commenter forcément ce qui se passe chez les autres. Enfin, c'est pas forcément le propos, mais elle est essentielle. Et je vous raconte une petite anecdote. Au sein du groupe, on a une fondation qui, depuis 15 ans, qui œuvre sur les prisons et la réinsertion des personnes détenues. C'est vrai que c'est pas tous les jours facile parce que nous, on est très impliqués sur le terrain, on travaille avec une administration pénitentiaire et quand il y a un documentaire, un reportage qui sort et qui va pointer du doigt des défaillances, et ben c'est sûr que derrière on rame. Mais moi, je crois beaucoup en fait en la sincérité de nos actions en fait. Et alors derrière, on a eu une fois un cas comme ça, c'était compliqué, on a bien ramé, mais par ailleurs, le travail qu'on faisait sur le terrain démontrait à notre partenaire principal, l'administration pénitentiaire, voilà, qu'il y avait une sincérité dans notre démarche et qu'il y avait les antennes, et puis il y avait aussi ce qu'on faisait. Donc je pense que cette indépendance des rédactions, elle est primordiale en fait. Donc même si derrière c'est pas toujours facile, mais on assume. Et puis oui, l'intelligence artificielle. Alors là. Là, on rentre dans une nouvelle ère en fait sur ces sujets-là. Alors, on avance avec beaucoup de précautions. Je pense qu'il faut essayer de voir ce qu'il peut y avoir de positif dans ce sujet-là, à la fois comment on peut créer des outils en fait sur différents métiers pour que on puisse déléguer des tâches qui puissent être pénibles et puis arriver à se concentrer peut-être sur des choses à plus avec une valeur ajoutée plus forte. Il faut essayer en fait de tirer le parti pris de cette technologie. Après, ça pose aussi des questions. Il y a certains usages qui ne posent pas de problème, d'autres qui vont en poser davantage, qui vont poser des questions d'éthique, qui vont poser des questions juridiques. Alors, on a monté une task force au sein du groupe pour épauler les différentes équipes sur ces sujets-là. Mais évidemment, l'enjeu autour de ça, c'est de garantir à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, une fiabilité de nos contenus, la qualité qu'on a toujours eue, et puis une transparence. Et puis un autre enjeu aussi pour les médias, ça va être l'usage qui va être fait de nos données. Donc ça, je dirais que c'est peut-être plus la thématique sur laquelle il y a, voilà, où c'est un plus grand saut dans le vide, quoi. Jeanne, le modèle Goodit, c'est, je le disais, à apporter de la vertu, du sens aux actions publicitaires. Mais comment finalement adapter ce modèle dans un monde médiatique, j'allais dire social first, quoi? C'est loin d'être évident parce que y a nombreux impacts négatifs avec les réseaux sociaux sur les jeunes et sur les moins jeunes aussi. Mais bon, ils existent et je crois que personne autour de ce studio peut dire qu'il n'y va pas au moins une fois par jour. Et de plus, je pense que les réseaux sociaux, ils peuvent avoir une vraie force de frappe positive, notamment en termes de sensibilisation et d'engagement parce que les communautés qui y sont présentes, elles sont super actives. Donc chez Goodit, en tout cas, on s'est adapté et on a déployé notre format solidaire aussi en social media, donc sur Facebook, Instagram, Snapchat et même LinkedIn. Et l'idée, c'est de se dire que partout où il y a de la publicité, en fait, il peut y avoir de la solidarité. Et bien sûr, on ne cautionne pas toujours les dérives qu'il peut y avoir sur les réseaux, mais on pense qu'il vaut mieux être présent dans les usages des audiences, surtout quand, in fine, c'est pour faire une bonne action et pour soutenir une association. Et les associations, en parlant d'elles aussi, elles ont d'ailleurs besoin de parler à des publics qui sont plus jeunes, plus digitalisés, pour pouvoir diversifier les profils de leurs donateurs qui sont assez vieillissants. Donc, ça les aide en fait à mettre en lumière des actions auprès de ces cibles. Et pour revenir sur l'IA, j'ai passé un peu pour une réac, mais en tout cas, chez Goodit, on croit trop dans l'humain et on s'est trop construit autour de ça pour avoir peur de l'IA. Une IA, elle a peut-être une tête super bien faite, on l'a vu, mais on pense qu'elle n'a pas vraiment assez, voire pas du tout de cœur pour s'engager sincèrement auprès d'une association. Cependant, parce que tout est nuançable, je crois qu'encore une fois, l'IA, elle peut aussi servir d'outil hyper intéressant et hyper puissant si elle est utilisée de manière vertueuse. Donc je te rejoins, Isabelle. Je pense notamment à une campagne qui est sortie très très récemment aux États-Unis qui s'appelle Silenced et qui met en scène des enfants, des portraits d'enfants qui sont générés par l'intelligence artificielle, mais qui portent un message qui est hyper fort au niveau environnemental. Et là, quand c'est utilisé à des fins de sensibilisation, etc., ça a vraiment du sens. Patrick, tu es un optimiste, je le sais. Comment est-ce que nos métiers, la communication, mais également les médias peuvent se débattre là dans tous ces nouveaux défis ?
je reprendrai le thème du podcast, tous responsables. Malheureusement, on n'évitera jamais le potentiel de dérive. Je lisais encore ce matin un article sur les dérives de l'IA dans le cadre du photojournalisme. On voyait notamment une photo de Macron totalement fake news qui a circulé sur les réseaux sociaux avec derrière, au milieu des manifestants et derrière des casquettes nazies. Alors ça circule sur les réseaux sociaux. Alors c'est une conception du média au sens terme, au sens propre, au sens médium de canal de diffusion. Mais est-ce que c'est un média au sens, même si c'est malheureusement le principal canal d'information pour bon nombre de personnes. Après, j'ai pas d'angoisse, en tout cas sur les éditeurs médias traditionnels qui sont là pour porter. Donc, en fait, là, on rentre dans un domaine où malheureusement on a peu de certitude. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'à un moment ou à un autre, les pouvoirs publics vont aussi réguler, de manière à avoir une utilisation de l'intelligence artificielle plus responsable. Mais encore une fois, on appelle à la responsabilité de tous et de chacun. Bon, je vais laisser le mot de la fin à Stéphanie. Ton service, ou du moins toute la cellule que tu diriges, s'appelle l'empreinte mutualiste. Comment est-ce que finalement le modèle mutualiste peut apporter son empreinte ou de la lumière dans tous ces sujets ? Est-ce que c'est un contre-modèle finalement qui peut apporter des solutions ? Alors moi, j'aimerais faire écho à ce qu'a dit Jeanne sur l'humain. Parce que je pense que l'empreinte mutualiste et le modèle mutualiste, une de ses vertus, c'est vraiment de mettre l'humain au cœur. Et ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'il faut faire l'autruche par rapport à l'intelligence artificielle, au machine learning. Non, au contraire, Churchill disait, il faut mieux prendre le changement par la main avant qu'il vous prenne à la gorge. Donc, bien sûr, on regarde l'intelligence artificielle qui n'a d'intelligence que le nom. On va juste rappeler que c'est des algorithmes. Mais donc, je reparle de l'humain. Pourquoi ? Parce que nous, on travaille donc, pour une santé accessible à tous sur l'accessibilité au niveau géographique. On parle beaucoup des déserts médicaux. Donc, voilà, nous, on essaie vraiment d'aller à l'endroit de pouvoir pallier à ça. Sur l'accessibilité dite populationnelle, d'aller aussi vers des gens qui sont plus vulnérables, qui ont moins accès à la santé. Et puis, vers aussi une accessibilité financière. C'était à la base aussi le sujet des complémentaires santé, d'avoir un reste à charge le plus petit possible. Et ça, c'est effectivement possible parce qu'on est mutualiste. Et derrière ce mot-là, il y a quoi ? Il y a un mot qui est un peu galvaudé, qui est le mot de la solidarité. Et la solidarité, c'est pas une affaire de charité ou de générosité, c'est une affaire de responsabilité, ce qui permet de faire le mot de la fin par rapport au titre du podcast. Bon, génial. Finalement, en conclusion, on pourrait dire que l'humain, je vais reprendre ça en fait, l'humain est au cœur, il faut peut-être lui faire confiance. Et si nous tous, on arrive à mettre en avant justement le devoir de responsabilité, ensuite, il faut faire confiance en l'humain pour retrouver certainement les bonnes solutions pour avancer. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cet épisode 30 de VCast. Je voudrais faire un remerciement tout particulier à Jérémy Vallet. Merci pour ton aide dans la concrétisation de cet épisode. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de VCast. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous mettre des étoiles et des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Ciao.